Au début du XXe siècle, alors que le monde est plongé dans les dernières années de la Première Guerre mondiale, une catastrophe sanitaire d'une ampleur inédite se prépare. Entre 1918 et 1920, une pandémie de grippe d'une virulence exceptionnelle va parcourir la planète et marquer durablement l'histoire de la médecine, la pandémie de grippe dite espagnole. L'origine exacte du virus reste débattue, mais les analyses génétiques modernes indiquent qu'il s'agissait d'un virus de grippe A de sous-type H1N1, probablement issu d'un virus aviaire qui aurait acquis la capacité d'infecter efficacement l'être humain. Plusieurs hypothèses existent quant à son lieu d'émergence. Certains chercheurs situent les premiers cas dans le Midwest américain, notamment dans la base militaire de Camp Funston au Kansas. D'autres évoquent les camps militaires du nord de la France ou encore certaines régions de Chine, d'où des travailleurs furent envoyés en Europe pendant la guerre. Quel que soit son point d'origine, le contexte de la guerre a joué un rôle déterminant. Les déplacements massifs de troupes, la promiscuité dans les camps militaires et les transports transatlantiques ont créé des conditions idéales pour la diffusion d'un agent infectieux respiratoire. Les premiers signes visibles de la pandémie apparaissent au printemps 1918. Le 4 mars 1918, un soldat cuisinier de camp Funston est hospitalisé pour un syndrome grippal sévère. En quelques jours, des centaines puis plus d'un millier de soldats développent les mêmes symptômes. Cette première vague se propage rapidement à travers les États-Unis, puis gagne l'Europe avec l'arrivée des troupes américaines. Les pays engagés dans la guerre voient apparaître des flambées épidémiques dans les casernes, les ports et les villes. Pourtant, cette première vague reste relativement bénigne. Les symptômes ressemblent à ceux d'une grippe saisonnière et la mortalité demeure limitée. L'infection circule largement, mais ne suscite pas encore d'inquiétude majeure. Durant le printemps et l'été 1918, la maladie se diffuse progressivement sur plusieurs continents. Les réseaux maritimes et militaires transportent le virus vers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Océanie. À ce stade, la pandémie existe déjà à l'échelle mondiale, mais sa gravité reste modérée. Beaucoup de contemporains considèrent alors cette épidémie comme une grippe parmi d'autres. La situation change brutalement à la fin de l'été 1918. Vers le mois d'août, une forme beaucoup plus virulente du virus apparaît presque simultanément dans plusieurs grands ports internationaux, notamment à Brest en France, à Freetown en Sierra Leone et à Boston aux États-Unis. Les scientifiques pensent aujourd'hui que le virus a subi une évolution qui a accru sa capacité à provoquer des atteintes pulmonaires sévères. C'est le début de la deuxième vague de la pandémie, celle qui entrera dans l'histoire comme la plus meurtrière. Entre septembre et novembre 1918, la maladie explose littéralement à l'échelle mondiale. Les hôpitaux sont rapidement débordés. Les médecins décrivent des tableaux cliniques dramatiques, fièvre très élevée, pneumonie fulminante et cyanose intense, donnant parfois aux patients une coloration bleuâtre du visage et des extrémités. Dans de nombreux cas, les malades meurent en quelques dizaines d'heures seulement. Un aspect particulièrement déroutant frappe les observateurs. Contrairement aux grippes habituelles, qui touche surtout les enfants et les personnes âgées, cette pandémie provoque une mortalité très élevée chez les adultes jeunes, notamment entre 20 et 40 ans. Les recherches modernes suggèrent que ce phénomène pourrait être lié à une réaction immunitaire excessive, parfois décrite comme un orage cytokinique, dans lequel le système immunitaire lui-même contribue à détruire les tissus pulmonaires. À l'automne 1918, la pandémie atteint son extension maximale. Les grandes villes du monde entier sont touchées. À Philadelphie, plus de 12 000 personnes meurent en 6 semaines. À Paris, les hôpitaux sont saturés. Dans certaines régions du monde, les conséquences sont encore plus dramatiques. L'Inde connaît une mortalité particulièrement élevée, avec probablement entre 12 et 18 millions de décès.
Dans certaines communautés isolées, notamment en Alaska ou dans plusieurs îles du Pacifique, la maladie peut décimer jusqu'à 1/3 de la population. Le virus circule désormais sur tous les continents. Au début de l'année 1919, apparaît une troisième vague épidémique. Celle-ci est généralement moins virulente que la précédente, mais elle reste responsable de nombreux décès. L'Europe, l'Amérique du Nord et plusieurs autres régions connaissent encore des flambées importantes. La pandémie poursuit ainsi son cours pendant plusieurs mois supplémentaires. Peu à peu, au cours de l'année 1920, l'épidémie s'éteint progressivement. Plusieurs facteurs ont probablement contribué à cette disparition. Une grande partie de la population mondiale a déjà été exposée au virus et possède désormais une certaine immunité. Par ailleurs, le virus lui-même semble avoir évolué vers des formes moins virulentes. Enfin, la fin de la guerre entraîne une diminution des déplacements massifs de population qui avaient favorisé sa diffusion. Le bilan de la pandémie reste impressionnant. On estime qu'environ 1/3 de la population mondiale, soit près de 500 millions de personnes, a été infectée. Le nombre de décès est généralement évalué entre 50 et 100 millions, ce qui fait de cette pandémie l'une des catastrophes sanitaires les plus meurtrières de l'histoire moderne. Le nom de grippe espagnole est en réalité trompeur. L'Espagne n'était pas l'origine de la pandémie. Pendant la Première Guerre mondiale, les pays engagés dans le conflit censuraient les informations susceptibles d'affaiblir le moral des populations. L'Espagne, pays neutre, disposait d'une presse plus libre et rapporta ouvertement les nombreuses infections sur son territoire. Cette transparence donna l'impression que l'épidémie y était particulièrement importante et conduisit à associer le nom du pays à la maladie. Près d'un siècle plus tard, les progrès de la virologie ont permis de mieux comprendre ce virus historique. En 2005, des chercheurs ont réussi à reconstituer le virus de 1918 à partir d'échantillons de tissu pulmonaire conservés et du corps d'une victime retrouvée dans le pergélisol d'Alaska. Cette reconstitution a permis d'identifier certaines caractéristiques génétiques expliquant la virulence exceptionnelle du virus. La pandémie de 1918 demeure aujourd'hui un événement fondateur pour l'épidémiologie moderne. Elle illustre la capacité d'un virus respiratoire à se propager rapidement dans un monde interconnecté et rappelle combien les dynamiques sociales, les mouvements de population et les réponses de santé publique peuvent influencer profondément l'évolution d'une pandémie.